Oui, je vais vous faire entendre, vous venez de dire la montre. J'ai bien envie de vous faire entendre les 5 montres de l'instrument, parce qu'il y en a 5. La montre du positif, qui est de RIP. La montre de 8 du grand orgue, également de RIP. La montre de 16 de RIP également. La montre de Récy, qui est une montre de Stier de 1830. La montre d'Écho, 1850. Avec le tremblant. Alors, les voici, les 5 opposés dans un mouvement rapide. Voilà quelque chose que vous ne pouvez pas faire ailleurs. Bon. Alors ça va un petit peu à l'encontre de ceux qui disent qu'il ne faut jamais ajouter de jeu et tout ça. Ça peut marcher parfois, donc ça peut fonctionner. Ici, ça marche très bien. J'ai cru pendant longtemps qu'on pourrait revenir un jour à l'orgue de RIP, à l'état pur, si j'ose dire, sans les ajouts de Stier. Et mon idée, c'était avec cet instrument, d'en faire 2. Et de placer l'orgue de Stier sur la tribune du côté sud, là où se trouvait l'orgue à la Renaissance. Et puis, cette idée, je l'ai abandonnée il y a maintenant environ une vingtaine d'années. Mais pendant fort longtemps, j'ai cru effectivement que l'orgue de RIP eût été intéressant à reconstituer. Seulement, l'orgue de RIP ici, pour sa reconstitution, ça poserait des problèmes insolubles. Par exemple, le grand chœur d'Anche, il est constitué d'une bombarde, de 2 trompettes et du clairon au grand orgue. La bombarde est de câliné, la deuxième trompette aussi. Donc ça nécessiterait, si on est logique, la disparition de ces 2 jeux. Alors, au positif, là, ça poserait un petit peu moins de problèmes. Enfin, disons que le grand jeu aurait une toute autre couleur que celle que nous les connaissons aujourd'hui. Alors on pourrait l'écouter maintenant, ce grand jeu? Bien sûr. Bien entendu, c'est approximatif, mais c'est intéressant tout de même. Je vais vous faire entendre le grand jeu tel qu'il pouvait sonner du temps de RIP. C'est-à-dire que vous avez tiré, là, je ne vois pas de l'autre côté. C'est-à-dire, je mets les prestants, je fais déjà le mélange à la Dombédos, mais je ne mets ni la bombarde du grand orgue, ni la deuxième trompette, ni le cornet du Récy.
évidemment, ce n'est pas tout à fait la couleur de Rip, car Calinet a changé les anches. Elles sont beaucoup plus fermées, les anches actuelles. Et si on voulait avoir une idée exacte de ce qu'étaient les anches de Rip, il faudrait se déplacer et aller à Saint-Jean-de-Laune. Et là, vous avez un exemple d'anches qui sont des anches beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus claires. Alors, il faut imaginer évidemment ce grand cœur comme cela. La démonstration que je vous fais à l'instant n'est pas tout à fait exacte. Mais voici maintenant tout de même les ajouts de François Calinet. Alors, bombarde manuelle, deuxième trompette, dessus de cornet du positif, j'ajoute en plus le clairon et la pédale, elle, demeure inchangée. Alors voici le grand jeu de 1787. L'effet que l'on produit avec 7 jeux d'anches au manuel, plus les dessus de cornet et 3 jeux de pédales. Alors, c'est-à-dire qu'entre 1750, 54 et puis 1787, le goût a changé. Oui, incontestablement. On va, à la fin du XVIIIe siècle, vers une sonorité déjà beaucoup plus sombre, et des jeux d'anches, et aussi des jeux de fond, des jeux de tierces. Tout l'orgue s'assombrit. Et ça conduit tout de suite à l'orgue de Cavaillé-Coll. Par exemple, les jeux de tierces, en cette fin du XVIIIe siècle, sont des jeux de tierces traités aussi d'une manière plus flûtée, plus sombre. Les meilleures preuves, ce sont les registrations données par les auteurs classiques. Dombédos accompagne par exemple le jeu de tierces du positif avec les 2 huit-pieds du grand orgue. Or, au XVIIe siècle, Lebègue et d'autres auteurs accompagnaient le jeu de tierces, et en disant c'est la manière la plus considérable de l'accompagner, avec tout le fond d'orgue du grand orgue. Ici, on peut aller jusqu'à la montre de 16. Le prestant est déjà un petit peu excessif, mais les jeux de fond du grand orgue peuvent à la rigueur accompagner encore le jeu de tierces du positif. Mais peut-être là, Rip retardait-il de 50 ou 60 ans par rapport à François-Henri Clicquot. Alors on pourrait peut-être l'entendre, là. Oui. Ce jeu de tierces. Alors, je vous le joue tout d'abord avec la registration de Dombédos, c'est-à-dire les 2 huit-pieds du grand orgue, montre et bourdon. Et à la pédale, les flûtes de 16 et les flûtes de 8. Dans l'accompagnement,
je me suis éloigné du médium, comme le demande Don Bédos. Dans le jeu de tierces du XVIIe siècle, on peut mettre à ce moment-là les fonds 16-8-4. C'est peut-être un peu juste ici. Le prestant est l'extrême limite dans l'aigu pour l'accompagnement. Et on n'a pas de larigot de positif. Peut-être que là, tout s'en changerait, évidemment, si on avait un larigot. Mais je vais vous faire entendre tout de même ce mélange tel qu'il était préconisé au XVIIe, donc avec les fonds, les deux 16, bourdon de 16, montre de 16, les deux 8 pieds et le prestant. Michel Chapuis, est-ce que ce sont les heures qui ont changé ou est-ce que c'est le goût qui a changé? Ou les deux à la fois, en même temps, de façon concomitante? Ce goût qui change vers 1740-1750, Don Bédos le signale dans son ouvrage. Il dit, je cite de mémoire, les organistes aujourd'hui ont un génie différent du génie du siècle précédent. Ils exigent davantage de jeux d'anches. Il le signale surtout à propos du grand jeu. Mais quand on examine les instruments de cette époque, on s'aperçoit aussi que les jeux de tierces qui étaient fondés sur des principaux, comme c'était l'usage au XVIIe siècle, deviennent beaucoup plus flûtés. Au XVIIe siècle, le jeu de tierces ne se faisait jamais avec la flûte de 4 ou avec la carte de Nazar. La carte de Nazar au positif n'existait pas, donc évidemment on ne la mettait pas, c'était évident, c'est une vérité de la palisse. Mais on avait, en revanche, très souvent prestant et flûte de 4 au positif, et on ne mettait jamais la flûte de 4. On mettait toujours le prestant. Donc c'était beaucoup plus principalisant, quoi. Bien sûr. Et avec Don Bédos, là on assiste à une véritable révolution dans l'art de registrer, puisque les flûtes, il dit on met le prestant, ou mieux, la flûte de 4. On met la doublette, ou mieux, la carte de Nazar. Donc le jeu de tierces devient beaucoup plus flûté à l'époque de Don Bédos. On pourrait entendre maintenant une pièce écrite. Tout d'abord la trompette du positif. Le clairon, employé dans la même tessiture. La première trompette du grand orgue.
employé avec le plein jeu du positif, comme le demande de Don Bédos pour accompagner un plein chant. Je vous fais entendre également le chromorne du positif, qui n'a pas été destiné à l'orgue de Dole. Il est de François Calinet et il avait été incorporé dans l'orgue des Dames d'Ounan, un autre instrument situé dans un des couvents de la ville. Et ce jeu, récupéré au moment de la Révolution par l'organiste, n'a été placé dans l'orgue de Dole qu'en 1850. Enfin, c'est-à-dire que le chromorne avait disparu complètement. Qu'est-ce qui s'était passé avec ce chromorne? Rip ne l'avait pas placé. Carrément. Oui, il était probablement prévu, mais il n'avait jamais été placé. Mais on ne le saura jamais parce que le devis de Rip n'a jamais été retrouvé. Pour cet orgue. Pour cet orgue, oui. On a, parmi les plus anciens documents sur l'instrument, l'inventaire fait à la Révolution par le Rouge. Or, à la Révolution, le chromorne n'existe pas dans le positif. Ça fait étonnant, hein, quand même. Alors, il y a une voix humaine qui est superbe ici aussi. Il y a même deux voix humaines. Ces deux voix humaines sont des voix humaines du XIXe siècle. La première est située dans le positif. Et elle chante comme un petit jeu de régal. À l'origine, Stier l'avait mise dans le récit. Et là-haut, elle s'épanouissait davantage. Elle avait une très grande ampleur. Dans le positif, elle est devenue beaucoup plus confidentielle. Ben, la voici, avec son fond, avec le bourdon d'huître.
rapport à celle de Souvigny, par exemple? Elle est assez différente, bien que elle est construite à peu près de la même manière. C'est une voie humaine à deux cônes, imitée un peu de la voie humaine de Gabler de Weingarten. Mais à Souvigny, elle sonne tout à fait différemment. D'abord, elle est au grand orgue. Placée au même endroit. Oui, elle n'est pas placée au même endroit, oui. Et ici, elle sonne avec plus de fragilité, si j'ose dire. Oui. Et il y a une deuxième voix humaine qui est dans le clavier d'écho. Elle n'est peut-être pas accordée, je m'en excuse, mais les premières notes, les voici. Alors celle-ci, elle sonne comme un violoncelle. Alors on est bien en 1850 là. Oui, la voilà accompagnée par la flûte de 8 du récit. Ça aurait été un petit peu dommage de déplacer toute cette partie de l'orgue, de l'avoir mis ailleurs. Oui, c'est certain que cet écho notamment est construit, c'est aussi une des particularités de l'instrument, dans une chambre qui se termine en forme de grande cheminée conique. Et le son normalement débouche derrière l'ange qui se trouve derrière la grande tourelle. Oui, ce qui donne un effet acoustique tout à fait surprenant. Oui, c'est ça. Alors là, la porte à la hauteur du sommier est ouverte, mais quand celle-ci est fermée, le son est assez irréel. Et c'est l'inverse, en fait, du clavier d'écho construit par Calinet à Masevaux, où l'écho débouchait sous la tribune. Ici, c'est tout à fait à l'extrémité supérieure. Alors, il y a quand même aussi donc cet apport de la première moitié du 19e siècle. D'après les marques, vous voyez, ici, on s'aperçoit que sur les montants, vous avez des petits trous qui sont destinés à être comblés pour recevoir un bouton qui permettrait l'accouplement du clavier de récit au clavier d'écho. Et probablement qu'à l'origine, Stier avait prévu un accouplement des 4 claviers. Ici, on ne peut accoupler que le récit. Mais on peut entendre le mélange, par exemple, des fonds du grand orgue du XVIIIe siècle s'ajoutant au fond du XIXe. Alors voici par exemple uniquement les fonduites de Ripp.
On souffle, Michel Chapuis, en soirée à Notre-Dame de Paris. Presque. Alors évidemment, j'essaye de ménager un petit peu les effets parce que la soufflerie actuelle n'est pas adaptée à ces mélanges. L'orgue est un peu haletant. On peut jouer toutes sortes de musique, non, ici, non? Oui. Je sais que Jacques Berrazat aime beaucoup jouer, par exemple, le titulaire aime jouer de la musique anglaise, ça sonne admirablement. Oui, bien sûr. Si vous utilisez, par exemple, le positif avec le plein jeu plus la voix humaine, on croirait entendre un instrument de la fin du XVIe. Oui. Il y a un poids d'histoire du son qu'il y a derrière. Ah, certainement. Et puis alors, certaines couleurs traversent les années avec très peu de modifications. Par exemple, le grand plénum, tout en étant très particulier pour chaque instrument, c'est un mélange, celui-là, qui n'a pas beaucoup varié j'allais presque dire, des origines de l'orgue en Occident jusqu'au XIXe siècle. Et puis en France, certains jeux étaient très goûtés, par exemple comme les cornets. On les a pas encore entendus, tiens. Oui. Alors justement, oui, le cornet du grand orgue, ça c'est peut-être un des plus beaux jeux de l'instrument. Voici donc le cornet du grand orgue. C'est un cornet qui commence au deuxième sol. Et il est très différent dans la partie du médium et de l'aigu. Dans le médium, il est extrêmement calme. Deux jeux différents. Le cornet du positif est beaucoup plus incisif. Accompagné par les jeux de Stier du troisième clavier. Mais ce qui est très remarquable, c'est la progression de ce cornet du grand orgue, d'un calme, et puis alors d'une sonorité unique. On n'entend qu'un son, hein. Les harmoniques ne se disent pas. Parce qu'il faut rappeler la composition du cornet, Michel Chapuis. On n'entend qu'un son, mais en réalité, il y a 5 rangs. 5 tuyaux par touche, n'est-ce pas, les harmoniques dans l'ordre naturel. 5 tuyaux par touche, et quand on donne un mouvement à ce cornet, on n'entend vraiment qu'une seule note, qu'un seul son. Ça, c'est tout à fait remarquable. Et ça témoigne ici d'une très grande maîtrise dans l'harmonisation. Parce que c'est aussi l'art du facteur d'orgue de donner une image, je dirais, synthétique d'éléments complètement différents. Bien sûr, oui, oui. Et si vous pouviez entendre
le positif avec les volets, le fond ôté, eh bien, le mélange est absolument stupéfiant. Là aussi, aucune sonorité étrangère. Un accord sur le plein jeu, c'est d'une parfaite unité. Oui. Ah, ça, c'est l'oreille du facteur d'orgue. Oui, et puis le savoir-faire. Hein. Le plein jeu de Brescia que j'ai entendu et que je citais au début de cet entretien est exactement comme cela. Et puis, vous avez certaines particularités que j'aimerais vous faire entendre. Je voudrais aussi attirer l'attention sur un jeu qui est le bourdon de 16 du grand orgue. Ça, c'est un des mélanges les plus extraordinaires qui existent. Le bourdon de 16, entendu seul, le voici. C'est-à-dire, vous entendez des castagnettes. Surtout parce qu'on a le micro, finalement, en parole très très proche du clavier. Oui, bien sûr. Mais voici le même son joué très lentement et je vais essayer de réduire les bruits de la mécanique. Bon, vous vous rendez compte que c'est extrêmement ténu comme sonorité. Eh bien, voici l'effet de ce bourdon de 16 dans un mélange de fonds 8 et 4. Voici tout d'abord les fonds 8 et 4 sans le bourdon de 16. Et qu'il donne à cet ensemble. Et je peux faire la même démonstration avec tout le plein jeu. Voici le plein jeu sur le 8. Avec le bourdon de 16. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène acoustique là, parce qu'au début on a entendu ce bourdon, on l'entend à peine, et puis alors, plus on ajoute de jeu, je dirais, avec le plénum, on l'entend parfaitement. Oui, c'est ça. C'est la caractéristique de ce bourdon. Un bourdon de 16 n'a pas besoin d'être poussé à l'extrême. Au contraire, plus la sonorité sera lointaine, ténue, et plus il enrichira les fondamentales. En tout cas, ici, l'expérience est absolument concluante. Il se produit aussi un phénomène un peu analogue avec la flûte de 16 de pédale. La voici seule. Alors celle-ci a une très curieuse propriété. Par exemple, je reprends le mélange de tout à l'heure. Voici le plein jeu sur le 8. Et j'ajoute simplement un tuyau de la flûte de 16. Vous voyez que aussitôt le mélange devient plus profond, c'est plus prenant. Beaucoup de jeux sont réunis. Maintenant, j'emploie la même flûte de 16 avec le bourdon du positif. Ne domine pas le bourdon du positif. Je peux même aller plus loin, je l'emploie maintenant avec le bourdon d'écho. Vous voyez, même effet. Alors ce que j'aimerais entendre maintenant, c'est peut-être les effets qu'on peut obtenir avec les différents plans, la mise en espace peut-être des différents plans de cet instrument, peut-être une pièce écrite ou alors une improvisation, bien j'appuie. Non, je préférerais vous jouer le grand dialogue de Boivin, le grand dialogue à 4 chœurs. Bien qu'ici, pour le moment,
il nous manque deux jeux qui figuraient dans l'orgue français du XVIIe siècle. Ce sont les deux cornets, l'un au récit, l'autre à l'écho. Pour le moment, on ne peut pas les mettre dans l'orgue de Dole car le cornet du récit est décroché. Le sommier s'est affaissé. Il faudrait maintenant le remonter. Et ce sera certainement, c'est prévu au programme. Nous avons prévu un jour de le remettre en état. Le sommier s'est affaissé, si bien qu'en tirant le jeu, on tire ou bien le côté do ou le côté ut dièse, mais on ne peut pas l'avoir intégralement. En entier, oui. Oui, en entier. Alors donc, je vais remplacer ce cornet par un autre mélange qui sera 8-4-1 par exemple.